Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Au menu, nous parlerons de Toto Morand. En effet, le commerçant du Flon et de Genève vient nous parler des enjeux du commerce local. Nous irons également à Gland puisque le lauréat du budget participatif a été dévoilé. Mais tout de suite, direction la Dôle, plus précisément Télédôle, en votre compagnie. Olivier Rison, vice-président de la Société de remontée mécanique de Télédôle. Bonjour. Bonjour Florian. Et vous êtes là parce que c'est peut-être la fin des ennuis judiciaires concernant le recours contre la décision du Conseil intercommunal du 30 octobre dernier. Le Conseil d'État a donc statué sur ce recours. Quelle est la décision du Conseil d'État ? Alors, le Conseil d'État a jugé que le recours de Mme Duvert était irrecevable parce que Mme Duvert n'a pas la qualité pour agir, donc elle n'avait pas la qualité pour déposer ce recours. Effectivement, nous avons appris cette nouvelle hier et c'est quelque chose de réjouissant et de positif évidemment pour nous. Alors, c'est enfin la fin de ces ennuis judiciaires. Je parle de ces épisodes de référendum puis de recours. Qu'en est-il ? Vous pouvez aller de l'avant. Oui, alors maintenant, nous allons pouvoir aller de l'avant. Maintenant, il y a de la lumière vraiment au bout du tunnel. On est quasiment au bout du tunnel. Maintenant, l'étape suivante, c'est de clarifier les choses, on va dire, avec la procédure en France, avec le tribunal de Besançon, où nous avons un rendez-vous à mi-mars. Alors maintenant, il y a un petit volet procédural et judiciaire encore à accomplir, mais maintenant, nous savons comment l'accomplir. Surtout, ce qui est très positif, c'est qu'à Besançon, maintenant, on va pouvoir montrer et expliquer à ces juges que le passif qui avait été annoncé par les entreprises, celui-ci, nous avons les moyens d'y faire face et de le payer. Et puis de l'autre côté, parce que ça, c'est un autre volet qui est très important, nous allons pouvoir montrer et démontrer au tribunal de Besançon la viabilité de notre projet. Ça veut dire donc que nous avons les fonds pour pouvoir reprendre la construction, achever ce bâtiment, puis une fois qu'il sera achevé, le mettre en exploitation et toucher un loyer. Alors, il y a une rumeur qui est tenace, qui dit que côté français, on exigerait plus d'argent désormais de la part de Télédôle, peut-être des garanties. Est-ce vrai ? Alors, un, je n'ai pas connaissance de cette rumeur, et puis deux, en l'état actuel, non. Certes, il y a eu un retard, un ralentissement, mais en tout cas, aujourd'hui, ce retard et ce ralentissement, on ne nous a pas annoncé, si c'est ce à quoi vous faites allusion, une potentielle augmentation des coûts, rien de tout ça. Juste pour rappeler, lorsque le préavis a été préparé pour le conseil intercommunal, on a fait toute une série d'appels d'offres. Je veux dire, on s'est basé pour demander l'argent, les sous qu'on a demandé au conseil, sur des appels d'offres et des soumissions qui ont été rentrées pour savoir exactement ce qu'on devait. Et je pense qu'entre ce moment-là, qui était à peu près fin août, fin septembre, et maintenant le mois de février, j'ai pas l'impression qu'on a connu une explosion des coûts dans le domaine de la construction. Alors, très bien. Désormais, le Conseil de région de Nyon, enfin, le CODIR de région de Nyon peut débloquer l'argent. L'argent du canton peut rentrer et l'on peut désormais commencer les travaux. À vue de nez, comme ça, est-ce qu'ils vont commencer encore ce printemps ? Bon, la très bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, maintenant, on va pouvoir réapprocher ces entrepreneurs puis leur dire on a de quoi maintenant vous payer. Donc ça va faciliter évidemment la reprise des discussions. Maintenant, il va falloir travailler sur un calendrier pour la reprise des travaux. Mais je dirais que dans un premier temps, vraiment maintenant, ce qui est dans l'immédiat le plus important, c'est que Télédôle, France, SASU sortent de cette procédure de sauvegarde, ce qui devrait normalement être possible d'ici mi-mars, fin mars. Comme ça, ce volet-là aussi, il est clarifié. Et puis la reprise des travaux, après, elle se fait dans un domaine tout à fait clair, précis. Puis après, bien sûr, plus vite on va pouvoir rediscuter avec les entreprises, plus vite on va pouvoir travailler sur un calendrier, et puis à un moment ou à un autre, on saura plus ou moins quand est-ce que le bâtiment sera terminé. Voilà, alors peut-être une possible ouverture tel que le calendrier est prévu au 1er juillet, ou du moins à cet horizon. C'est ce qu'on peut comprendre. Nous allons tout faire pour que, en tout cas, une partie de l'été soit en exploitation, ça c'est certain. Mais après, les entreprises, elles attendent pas forcément sur nous pour pouvoir reprendre ces travaux. Donc, il y aura des discussions. Je crois que tout le monde a bien compris, que ce soit du côté français ou du côté suisse, qu'il y a une réelle attente maintenant par rapport à ce bâtiment d'accueil. Donc, je peux imaginer que les uns et les autres vont faire aussi un peu un effort pour que ça soit fait. Et je
J'imagine, mais je n'ai pas la certitude et je ne peux pas vous le dire et vous le confirmer, mais j'imagine que cet été, on aura une possibilité d'avoir une exploitation du lapin blanc. Alors la suite, évidemment, c'est le plan 4 saisons. Est-ce qu'il y a déjà un calendrier pour élaborer ce plan 4 saisons? Est-ce que des groupes de travail sont déjà en train d'être mis en place? Est-ce que vous y pensez du côté de Télédôle ou du côté de Région de Nyon? Absolument. Donc il y a deux entités qui réfléchissent aux 4 saisons, mais bien sûr que ça c'était le volet, j'ai envie de dire, qui était vraiment dans nos mains et pour lequel on n'était pas dépendant de décisions à prendre par différentes entités. Donc oui, il y a un groupe de travail qui s'est mis sur pied, qui comprend aussi des représentants de Région de Nyon, pour travailler sur ce volet 4 saisons, pour qu'on puisse après, à un moment ou à un autre, venir sur la table puis dire voilà comment concrètement nous imaginons cette transition vers l'exploitation de la station Jura-sur-Léman vers le 4 saisons. Et ce groupe de travail donc est déjà en train d'y réfléchir, c'est ça? Ce groupe de travail est déjà en train d'y réfléchir. Il y a déjà eu une réunion. Il y a une réunion prochainement qui est programmée. C'est sûr que là, on est au départ. Je veux dire, on met tout en place pour réfléchir. Mais j'ai envie de dire, on va réfléchir d'une manière très large, avec toutes les différentes composantes possibles. Puis après, il y a un moment ou un autre, j'imagine qu'il y a un projet qui nous sera soumis, qui sera validé par Région de Nyon, par le conseil d'administration, et j'imagine aussi par Nyon, Région Tourisme, et toutes les autres parties qui peuvent être intéressées par ceci. Surtout, il faut rappeler que c'est une exigence du canton. C'est une des conditions qui avait été fixée par le canton pour nous octroyer les fonds et nous abandonner la créance. Donc cet assainissement de créance qui a eu lieu. Donc forcément, on travaille là-dessus. Alors, ce projet, on pourrait l'attendre pour quel horizon? À la rentrée, septembre, plus tôt, plus tard? Je pense qu'il est réaliste que pour la deuxième partie de l'année, le début de la deuxième partie de l'année, en tout cas, on aura déjà une bonne esquisse. Après, ce qui est pour moi difficile à dire, c'est je ne sais pas exactement quelles différentes instances devront valider ceci et quel est le calendrier associé à ça. Ça, c'est pour moi aujourd'hui encore un peu difficile de le dire. Mais en tout cas, l'esquisse, pour être plus précis, à un moment, on pourra venir ici sur ce plateau et vous dire, voilà, le 4 saisons, voilà comment il a été imaginé par ce groupe de travail pour la station Jura-sur-Léman. Eh ben voilà, Olivier Rison, vice-président de la Société de remontée mécanique Télédôle. Merci beaucoup d'être venu nous apporter ces éclaircissements. Avec plaisir. Est-ce que les budgets participatifs, ça vous parle? Un peu. Bien sûr, ça c'est plus par mon volet municipal de la ville de Nyon que j'ai un peu une idée de ce que c'est, oui, absolument. Eh ben voilà, parce que la ville de Gland avait débloqué 100 000 francs pour primer des projets citoyens. Et désormais, on connaît le nom des lauréats et le cadre de ces projets. Le Grand Canyon consiste en la couverture d'un terrain de basket, mais un café-librairie a également été primé, ainsi qu'une installation abri pour les baigneurs, notamment pendant la période froide et hivernale. Le nom de ces lauréats a été dévoilé jeudi dernier et NRTV y était. On va passer directement avec le premier. Très heureux d'être le gagnant de ce projet. Le projet consistait à la couverture d'un terrain de basket au départ. Et après, on s'est rendu compte qu'en fait, ce projet n'était pas que destiné aux basketteurs. On peut faire du tachi, on peut jouer aux cartes, on peut simplement se reposer. On a vu que ce projet était vraiment beaucoup plus étendu et on est très content et heureux. Et merci encore à la commune. Évidemment que ce qui nous a plu, c'est pas tellement intéressant. Ce qui a plu aux gens qui ont voté pour le projet, je pense que c'était son originalité. J'aimerais juste rappeler qu'on a eu 10 projets qui ont été déposés, 10 projets de très grande qualité. Donc oui, c'est une réussite. La municipalité est très fière de pouvoir compter ces 10 projets sur ce budget participatif. Là, on a des citoyens qui ont été intéressés de voir comment ça fonctionnait parce qu'ils ont dû quand même bosser pas mal. Ça n'était pas juste de dire j'ai un projet, j'écris 2 lignes et puis voilà, dites-moi combien ça coûte. Ils ont pu se confronter au réel de ce qu'on fait peut-être nous tous les jours et c'est une excellente chose et ça a bien marché, les gens sont heureux donc que demander de plus. On a eu plaisir à pouvoir voter pour ce préavis au sein du conseil qui, pour une fois, était quelque chose de très participatif, proche de la population, ce qu'on reproche quand même par moments à la politique locale. C'est des idées qui sont créatives et puis qui sont très certainement intéressantes pour la population. C'est pour ça qu'ils ont récolté des votes en fait. Donc c'est vraiment sympa comme tout ce qui a été proposé, quoi. C'est très agréable de voir qu'il y a autant de gens
qui n'ont pas l'habitude d'interagir au sein de la commune, qui ont relevé le défi de venir avec un projet. Ce projet était tellement bon qu'il en devient un préavis. Oui, exactement. Enfin, il était très très bon, ça c'est vrai. Et puis aussi, il était un peu cher pour le budget participatif. Ils auraient dû, les lauréats auraient dû aller chercher passablement d'argent. Donc, c'était une bonne chose que d'intégrer cela à des terrains de basket qui se trouvent au Perreret. Surtout très heureuse que la commune ait proposé de mettre ça dans un préavis à part pour laisser de la place aussi à d'autres. Ils ont pu donner l'opportunité à 2 autres projets de vivre, en fait, de venir à bout. On voit que la population a plein d'idées et ça peut toujours être intéressant d'étudier ces idées, même celles qui n'ont pas été retenues, ou s'ils peuvent revenir peut-être sous une autre forme dans un nouvel au prochain essai. Et donc oui, ça peut être intéressant à étudier. Alors à ce stade, on n'a pas encore décidé de la temporalité et de la méthode avec laquelle on va présenter une possible édition 2. Mais vu le succès, je pense pas prendre trop de risques. Il faut dire qu'il y aura une saison 2. Que l'idée soit de revenir avec ce budget participatif qui a bien fonctionné, avec des nouveaux gens, de nouvelles idées, de nouvelles propositions. Oui, c'est effectivement quelque chose qu'on a forcément en tête. Et j'ai donc le plaisir de recevoir Guillaume dit Toto Morand, une personnalité, une personne incontournable, tant dans le monde politique que dans celui du commerce, pour parler justement des défis des commerces locaux face au e-commerce. Guillaume Toto Morand, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, il se trouve qu'au début du mois de février, le Grand Genève dévoilait les résultats de son enquête de consommation sur les habitudes de consommation et que vous, quelques jours plus tard, vous postiez un message sur Facebook, un message qui a été énormément partagé. Expliquez-nous quel était ce message. Le message, c'était après avoir fait une visite un samedi à Lausanne, avoir vu toutes les devantures qui étaient fermées. C'est un phénomène qui existe depuis déjà pas mal d'années, mais ça continue de plus belle dans cette année 2025, ça continue en 2024. C'était de marquer le coup et de dire, pour moi, quels sont les 2 principaux problèmes face à cette fermeture de tous ces commerces que l'on voit, pas seulement à Lausanne, mais dans toutes les villes de moyenne importance, comme les grandes villes, petites enseignes, grandes enseignes. C'est un peu la bérésina pour le commerce de détail. Ouais, ce qui est la bérésina surtout, c'est que, évidemment, il y a beaucoup de commerces qui sont fermés, mais surtout des enseignes historiques, des enseignes qu'on a l'habitude de voir depuis toujours, disparaissent. Et puis ça, c'est alarmant. Oui, c'est alarmant parce qu'on voit qu'en Suisse, beaucoup d'enseignes typiquement suisses, on peut voir l'exemple par exemple pour les meubles, comme Meuble Pfister, qui est passé en main de XXX Lutz, un Autrichien. Il y a plein d'enseignes comme dans les habits et les chaussures. Il y avait le Charles Vögele qui faisait l'habillement, ou Karl Vögele qui faisait la chaussure, des enseignes qui avaient quand même 200-300 points de vente en Suisse, qui ont disparu. Et ça, c'est juste quelques noms sur une liste qui est très très longue et qui, maintenant, on a vu cette année, c'est Migros qui se délaisse de ces enseignes non-food, qui ne sont pas dans les supermarchés, mais dans l'électronique, tout ça. Donc tout part un peu à volo. On a aussi à Zurich le cas de Gelmoli, qui était un peu le temple de la consommation pour les Zurichois, une enseigne très importante qui est en train de fermer là, ce mois de mars. On voit Ozoni qui ferme à Lausanne, donc c'est une catastrophe. Alors évidemment, on pointe du doigt le e-commerce, les habitudes de consommation qui changent. Et vous, alors dans votre post, justement, vous dites « Passer au numérique pour un commerce suisse d'habits et de chaussures signifie accélérer sa disparition. Pompidup doit sa survie au fait de n'avoir jamais fait de vente online et d'avoir ainsi économisé des millions sur les 15 dernières années. » Alors, c'est malheureusement vrai, parce qu'on entend souvent que les conseils, en fait, aux commerçants actuellement, c'est où ne pas louper le virage numérique. Il faut savoir que dans mon domaine, là je parle vraiment dans mon domaine spécifique, qui est l'habillement et la chaussure, il y a une société allemande qui commence par Z et qui finit par O, c'est pas Zorro, qui a pris tout le marché en Suisse et puis qui a fait son concept de succès basé sur la livraison et retour gratuit. Donc, si vous voulez suivre ce concept de livraison gratuite, vous allez perdre de l'argent. Pourquoi ?
parce que le taux de retour en Suisse est absolument impressionnant dans l'habillement et la chaussure, il est plus de 50%. Donc, vous ne pouvez pas suivre. Et c'est pour ça qu'en Suisse, ça, tous les représentants me le confirment, et je le vois en parlant avec tout le monde, personne ne fait de l'argent avec le e-commerce dans la mode, dans l'habillement et la chaussure. Hein. On parle bien de... Car le taux de retour est de plus de 50%. Donc, tous ces commerces qui se sont lancés là-dedans ont perdu de l'argent avec leur e-commerce parce qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec Zalando, qui a des frais de salaire beaucoup, beaucoup moins élevés qu'en Suisse. Et puis qu'il y a des arrangements aussi avec la Poste où le prix des paquets est dérisoire par rapport à ce qu'un petit commerçant va payer. Donc, je pense que c'est une erreur de dire aux commerçants mettez-vous dans le e-commerce parce qu'autrement vous n'allez pas survivre. Ce qu'il faut pour un commerçant, c'est déjà, bon, j'en ai aussi parlé dans le Poste, peut-être qu'on en parlera, c'est d'avoir déjà des loyers qui peuvent être supportés. Puis ça, après, c'est être assez malin pour avoir des produits qui se vendent. Mais ça, voilà. Mais je pense que... Vous savez, moi, quand j'ai commencé il y a 30 ans, j'ai vu tous ces sites de vente par correspondance. Il y avait Spengler, il y avait Veillon, il y avait Ackermann. Tous ces sites faisaient faillite les uns après les autres. Et ils faisaient faillite pour des... En fait, ils étaient repris par des sites allemands qui avaient des taux salariaux bien meilleurs au marché. Et c'était déjà le problème de la Suisse. J'avais dit à l'époque, en tout cas, on ne fera jamais de vente par correspondance. Après, les ventes par Internet sont venues. Au lieu d'un support papier, on avait un support informatique, mais le principe est le même, c'est-à-dire vous commandez, vous recevez la marchandise chez vous. Et j'ai toujours dit, on ne va pas se lancer là-dedans parce qu'on ne sera jamais compétitif avec les pays européens qui nous entourent, dont les coûts salariaux sont 2 ou 3 fois moins chers qu'en Suisse. Donc, pour moi, c'était clair depuis le début qu'on ne ferait jamais de vente online. Oui, puis si je vous entends bien, excusez-moi de vous couper, c'est qu'en fait, le retour, eh bien, on ne gagne rien là-dessus, mais on doit payer des employés qui doivent gérer les retours, peut-être remettre en place les marchandises qui ont été déballées, voire les renvoyer, voire ce sont des invendus, et c'est ça le gros problème, en fait. Le problème de ces retours, moi, j'ai été grossiste aussi dans le passé, grossiste en chaussures. Les retours, c'est le plus dur à gérer parce qu'il n'y a plus l'emballage, la chaussure a été portée, il y a ci, il y a ça. C'est beaucoup, beaucoup de travail logistique, ça prend beaucoup de temps et c'est très, très ennuyeux. On sait que les grands sites n'hésitent pas des fois à balancer la marchandise tellement la logistique pour traiter les retours coûte plus cher que la marchandise, donc c'est directement dans un container à brûler. Ça pour des marchandises que je pense qui ne sont pas trop chères. Mais ouais, la gestion des retours prend beaucoup de temps, coûte beaucoup d'argent. Et puis pour un petit commerce, ce n'est pas profitable, vu le taux de retour impressionnant que l'on a dans l'habillement et la chaussure. Alors, vous avez un commerce à Genève, vous avez un commerce à Lausanne, on va en parler tout de suite. Mais comme je l'ai dit en introduction, vous avez fait ce post 3 jours après que les autorités du Grand Genève dévoilent leur enquête sur les habitudes de consommation. Nous étions à la présentation par les autorités de ces résultats de cette enquête. Je vous propose de regarder ce sujet et qu'on en reparle après. Alors c'est une photo de comment les gens consomment et surtout où est-ce qu'ils consomment. Ça nous permet de comprendre un peu les grands trends de le comportement d'achat des habitants du Grand Genève. En termes de tourisme d'achat, ça permet de voir qu'il y a une espèce de stabilité. C'est quand même 10% du chiffre d'affaires des commerces genevois qui part de l'autre côté de la frontière, mais il n'a pas vraiment augmenté ces dernières années. Par contre, ce qui a explosé, c'est le commerce en ligne. On voit que c'est un trend extrêmement fort. Peut-être sur les aspects positifs aussi, c'est qu'on voit que les gens ont augmenté de 40% l'achat de produits alimentaires locaux. Alors on ne sait pas aujourd'hui, et ça a été relevé, quelle est la part, je dirais, de commerce en ligne local versus international, c'est-à-dire il n'y a pas la provenance du produit. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir se pencher sur quelle est la part de provenance locale des produits de la vente en ligne et de travailler évidemment à leur augmentation. On ne reviendra pas en arrière sur les habitudes de consommation en ligne. Par contre, on peut peut-être proposer aux consommateurs des produits locaux de chez nous et de nos commerçants. Notre vision, c'est de favoriser ce qu'on appelle la ville du quart d'heure. C'est quoi la ville du quart d'heure? C'est qu'on doit avoir les principales fonctions, besoins familiaux remplis dans un espace relativement proche où on peut se rendre à quart d'heure à pied ou à vélo ou en transport public. Donc, il y a le débat face au e-commerce qui est bien un enjeu global et puis, plus prosaïquement aussi sur les enjeux locaux, le fait de favoriser le commerce de proximité est aussi une manière d'inciter les gens à consommer local.
Laurent, alors là, je vous vois dépité à entendre ces politiciens parler de ce e-commerce Ouais, et des habitudes. ils sont tellement loin de la réalité que c'est presque pathétique. Je veux dire, là, ils mélangent un peu tout. Là, on parle de produits locaux. Alors, il y a deux choses. Hein, si vous voulez, il y a les produits pour se nourrir, où vous pouvez aller au marché, etc. Je pense que ça, il y a encore un futur en Suisse. Et beaucoup de gens, si vous allez à Lausanne, le marché est plein. Les magasins de produits locaux, ça joue. Les produits à la ferme, c'est difficile, mais là, on parle de toute autre chose. Quand on parle de vente e-commerce, ils ne le nomment pas, mais on sait très bien, Zalando fait 2 milliards de chiffre d'affaires en Suisse. 2 milliards, il y a 12 ans, il faisait 0. 2 milliards, ça fait un peu 2000 magasins qui font 1 million de chiffre d'affaires. Et c'est ça qui a fermé. C'est tous ces magasins de vêtements, de commerce. Et il devrait un peu différencier les choses. On sait d'où viennent les ventes online, puisqu'on sait que Zalando fait 2 milliards de chiffre d'affaires en Suisse. Je crois qu'ils font autour de 3 milliards en Allemagne. Pour vous dire la pénétration de Zalando sur le marché suisse, qui a causé la fermeture de très grandes enseignes, mais aussi de centaines de petits magasins. Alors eux, justement, parlent de 800 millions de francs perdus en ligne, on ne sait pas exactement où, on le sait, il y a 2 milliards de chiffre d'affaires de Zalando, sur le canton de Genève, ça doit représenter déjà 100 ou 200 millions. Mais on le sait. Maintenant, je veux dire, ils ne proposent aucune solution. Je vous ai parlé du gros... Alors justement, les solutions, vos solutions, une solution, mais elles tiennent en 2 points. Hein. Alors, la première solution, il n'y en a qu'une pour contrer l'effet Zalando, parce qu'il faut savoir que leur business model livraison-retour gratuit est un business model que tout le monde applique actuellement. Autrement, vous n'avez aucune chance de vendre un t-shirt. Hein. Vous êtes obligé de suivre ce modèle. Autrement, les clients ne viendront pas. Donc, la solution est immédiate, mais qui ne veut pas être appliquée en Suisse, c'est de taxer les retours. Et pourquoi on ne veut pas taxer les retours, justement ? Parce que Mme Keller-Souter ne veut pas en entendre parler. Mais pourtant, ça résoudrait le problème immédiatement. C'est-à-dire que vous savez très bien que les jeunes qui commandent chez Zalando, ou les moins jeunes, ils commandent pas mal d'articles, ils retournent ceux qu'ils ne veulent pas, la couleur ou la taille qui ne va pas. Donc c'est pour ça qu'on a énormément de retours. Si on faisait une taxe de 5 francs par produit ou par colis retourné, de 5 ou 10 francs, ça arrêterait tout de suite cette folie de cette consommation online. Donc la solution, elle est là, et c'est la seule. D'accord, parce que vous parlez d'une seconde solution. Parce que cette solution du retour taxé, effectivement, c'est au niveau de la Confédération, on sent, à vous entendre, le pouvoir des lobbies au sein du Conseil fédéral. Que M. Hodgers en prenne conscience. Qu'est-ce qu'il peut faire, M. Hodgers ? Qu'il fasse pression sur la Confédération pour dire, là, on subit un massacre. À Genève, je suis à la rue de la Coraterie, il y avait Hofstetter Sport, ça fait 3 ans que la vitrine est vide et que personne ne vient. Parce qu'il n'y a plus personne qui veut venir. Après, on parlera du problème des loyers. Justement, mais ça, c'est le deuxième problème. Le premier problème, c'est quand même Zalando qui a bouffé tout le monde. Ouais. Et ça, alors, tout le monde le sait dans le business. Pourquoi les politiques n'en parlent pas ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on arrive à la deuxième solution que vous proposez. Finalement, c'est ce que vous avez dit, c'est les loyers abordables. Mais est-ce qu'on peut agir là-dessus ? Alors, les loyers, c'est un gros problème, parce que depuis qu'on voit, il y a eu le corona, il y a eu tout ça, les commerces ont baissé leur chiffre d'affaires, mais le seul truc qui n'a pas baissé, c'est les loyers. En Suisse, les loyers sont passablement chers si vous êtes dans les bonnes rues. C'est pour ça qu'il y a des, comme Hofstetter Sport à la Coraterie ou comme plein d'enseignes que j'ai montrées sur Facebook à Lausanne, restent vides. Parce que les propriétaires préfèrent attendre des lustres pour trouver un pigeon qui va payer leur loyer, plutôt que de baisser le loyer, car quand vous baissez un loyer, vous baissez les revenus locatifs, donc vous baissez la valeur de l'immeuble, ce qui est le plus dérangeant pour un gestionnaire de biens immobiliers. Donc ils ne le font pas. Donc les loyers restent hauts. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit beaucoup de locaux vides, où on voit des tournus incroyables, des gens qui viennent et qui ne supporteront pas cette charge de loyer et qui ferment 6 mois, 1 année ou 2 ans plus tard. C'est ce qu'on voit aussi beaucoup à Lausanne, même au Flon, un peu partout. Et du coup, ces vitrines froides vides plutôt, font que la zone de chalandise est moins attractive, que les gens viennent moins et que les autres commerces ferment. Et qu'il n'y ait pas de petites pépites qui peuvent éclore. Alors, on parle beaucoup de ces city managers aussi, qui sont censés ramener de la vie dans les quartiers. Ça, c'est une bonne solution. Alors, tout ce qui est animation de quartier, c'est très bien et tout. Maintenant, le problème des loyers est un problème puissant qu'on a en Suisse.
vous dites qu'est-ce qu'on peut faire là contre? Alors je pense que les collectivités publiques ont un rôle à jouer en tant que propriétaires immobiliers. Et ils ont souvent très peu de parcs immobiliers. Bon, quand même, les communes ont pas mal de parcs immobiliers, ou si elles n'en ont pas, je pense qu'il serait possible, mais je ne suis pas juriste, de prévoir dans le cahier des charges pour des nouveaux quartiers, pour de nouvelles constructions, d'offrir, comme on demande à des loyers modérés pour les habitations, d'offrir des commerces à loyer modéré, pour donner la possibilité à des jeunes de venir, de faire leurs premières expériences. Et s'il y a une cinquantaine de jeunes moi je connais plein de jeunes qui voudraient ouvrir des magasins à Lausanne, mais ils peuvent pas. Ou bien ils se mettent dans des rues où il n'y a personne, et puis ça sera aussi très difficile, parce que vous devez avoir du passage pour faire tourner un commerce. Donc de mettre dans le cahier des charges pour des développements immobiliers, de proposer des loyers à maximum 250 francs le mètre carré. Parce que comme on voit dans le flanc actuellement, des loyers qui sont proposés à 600-700 francs, voire 800 francs le mètre carré, fait qu'il n'y aura aucun commerce qui va tenir. C'est pour ça qu'on voit que des restaurants et des cafés qui ouvrent, ou des boîtes de nuit, parce qu'ils sont ouverts de 7h du matin jusqu'à minuit, ils peuvent faire plus de chiffres qu'un commerce qui est ouvert de 10h à 18h. Alors, je suis le maire ou le syndic d'une ville, d'une petite commune. La première mesure que je prends, de venir parler avec moi, comme vous. Voilà. Vous savez, il n'y a aucun politique qui m'a jamais demandé mon avis, c'est marrant. Alors moi, la première chose, je déclare un état d'urgence pour la survie des commerces, parce qu'on parle bien de ça. Si vous voulez, si on ne fait rien actuellement, dans 10 ans, il n'y en aura plus rien. Vous voyez, à la vitesse où les enseignes disparaissent, je ne vais pas vous faire tout l'inventaire, parce qu'il est tellement énorme, mais je déclare un état d'urgence pour le sauvetage du petit commerce. Et j'essaye de créer des zones, si je suis propriétaire en bien foncier, de créer des zones avec des loyers modérés pour que des jeunes pousses puissent commencer à y faire du petit commerce. Et parmi ces jeunes pousses viendra peut-être une grande enseigne suisse, il y en a bien, parce que là, il n'y en a plus. Et je regarderai toutes les possibilités pour que, vous savez, on voit partout des nouveaux quartiers maintenant qui éclosent partout, qu'il y ait des possibilités, que ça soit inscrit dans le cahier des charges des promoteurs immobiliers, de proposer en tout cas 50% de leur surface commerciale à des loyers modérés, n'excédant pas 250 francs le mètre carré, par exemple. Vous avez été déjà 3 fois, sauf erreur, candidat au Conseil d'État vaudois. Les prochaines élections, c'est en 2027. Vous seriez prêt à être à nouveau candidat, et puis justement, peut-être sur ce registre de l'accessibilité des commerces, on va dire aux petits entrepreneurs. Alors, si je me suis présenté 3 fois au Conseil d'État, c'était toujours pour parler de la croissance du canton de Vaud qui en fait repose sur une fiscalité très avantageuse des entreprises. C'est pour ça qu'on a toujours beaucoup de sociétés qui viennent en Suisse et s'installer pour des raisons fiscales. Et malheureusement, le problème est toujours existant. Donc, je pourrais me représenter pour dire une 4e fois la même chose, qu'il faut monter le taux d'imposition des entreprises pour arrêter ce flot continu, c'est-à-dire cette démographie qui bat tous les records d'Europe ou même du monde, parce qu'il y a plein de sociétés qui veulent ne pas payer d'impôts ici. Donc ça, c'est mon cheval de bataille. Et si on remontait un petit peu l'impôt des entreprises et qu'on descendait un peu l'impôt des personnes physiques, on se porterait beaucoup mieux. On arrêterait de construire comme des fous. Regardez comme ça construit partout. Et on relancerait la consommation. Oui, et puis on calmerait le jeu. Vous serez candidat en 2027. Pardon ? Vous serez candidat en 2027 ? Je ne sais pas, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et puis, comme vous savez, j'ai très peu de chances d'être élu. Je fais des bons scores, entre 8 et 10% chaque fois, parce qu'il y a des gens qui vous aiment bien. Et puis qui suivent mon raisonnement, que tant qu'on ne touche pas à cette fiscalité des entreprises, notre démographie est galopante et on construira, et la nature perdra du terrain, et c'est dramatique. Comment vous le voyez, en quelques mots, l'avenir de Pompidup ? L'avenir de Pompidup, vous voyez, j'ai un certain âge, je ne vais pas dire mon âge à l'antenne, mais... 20 ans, on va dire. Je le vois, on est dans un domaine très risqué, il y a de plus en plus de risques, de stress. Moi, je commence à en avoir marre. Je me suis fait lâcher par Nike en 2020. Ils nous donnaient les dernières livraisons en 2022. J'ai failli déjà arrêter plusieurs fois. L'année passée a été très bonne pour nous parce qu'on avait les bons produits au bon moment, donc on a pu revenir. Mais le futur est parsemé de risques et c'est pas évident. Je ne sais pas si je souhaite à mes enfants de reprendre et d'avoir tous ces soucis de stress permanent,
Vous n'avez pas encore de stratégie? Non. Je vous dis franchement que j'ai voulu remettre, il y a 5 ans. J'ai fait tous les dossiers avec UBS et on avait demandé à tous les chausseurs, et personne n'était intéressé il y a 5 ans. Alors je me dis que maintenant, personne ne serait intéressé à acheter. Donc c'est ou liquider ou transmettre à quelqu'un. Mais voilà. Qui? La question du qui. Il y a plus grand monde qui veut se lancer et prendre beaucoup de risques dans le commerce de détail en voyant que tout ferme, en fait. S'il fallait retenir qu'une chose de ce coup de gueule sur les réseaux sociaux, ce serait laquelle? C'est de voir que les gens sont vraiment concernés par ce problème, vu que c'était partagé près de 500 fois. Exactement. Il y a eu des milliers de likes. Ce matin, ouais, exactement. 478 partages, 150 commentaires. Ouais, et ça, sans compter tous les commentaires sur les partages. Bon, bref. Donc ça concerne les gens se rendent compte, que ce soit à Nyon, à Rolle, à Gland, à Lausanne, à Vauvert, à Zurich, à Bâle, à Neuchâtel, partout, le phénomène est le même. Les enseignes disparaissent, on voit plus que des enseignes internationales qui utilisent des magasins qui marchent peut-être à perte, mais qui en font des annonces publicitaires. Vous savez, si vous avez votre enseigne dans les bonnes rues, c'est mieux que de payer une annonce dans un journal. Donc, on voit ces grandes enseignes, il n'y a plus que les grandes enseignes internationales qui viennent, donc on est dans un monde uniformisé. Et malheureusement, ça crée un cercle vicieux où les gens, vu qu'il y a de moins en moins d'offres, par exemple pour l'habillement et les chaussures, se disent je suis obligé d'être sur Internet parce qu'il n'y a plus dans ma ville. Donc je dirais aux gens, arrêtez d'acheter sur Internet, achetez moins. Achetez moins. Il faut arrêter la surconsommation. Achetez moins, mais achetez bien. Achetez quelque chose que vous aimez. Que vous aimez et que vous êtes d'accord de mettre le prix plein. Achetez pas parce que c'est soldé. Achetez parce que vous aimez votre produit. Donc ça, c'est le futur. Et nous, on est là pour proposer des chaussures que les gens aiment, mais il ne faut pas se laisser aller à la surconsommation, ni aux ventes Internet, parce que les ventes Internet sont mauvaises pour le climat, avec tous ces retours de marchandises. C'est mauvais pour le trafic. En fait, c'est mauvais presque pour tout. Et tout le monde en est conscient. C'est intéressant de voir qu'il y a énormément de partage, mais que les gens en Suisse consomment à ce point sur Internet, chez Zalando. Donc il y a un problème. Faut que les gens disent non, j'arrête. Comme tu dis, j'arrête le McDo, voilà, tu vas plus au McDo. Maintenant, c'est plus difficile d'arrêter Zalando. Oui, mais aussi, vous savez, quand on est seul chez soi, sur son machin, puis qu'on a passé une mauvaise journée, puis qu'on veut se faire du bien en achetant un truc, c'est pas très sain non plus. Mieux vaut aller courir. Le lendemain, vous allez mieux, vous allez dormir. Et puis après, quand vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose tous les jours. Voilà. Achetez mieux, achetez bien et achetez local. Comme disait M. Rogers, achetez local, mais c'est aussi dans son magasin local, pas son fromage et son pain, quoi. Et voilà, parole de commerçant, achetez mieux, achetez moins et surtout allez courir. Si vous avez envie de tapoter derrière votre clavier sur ces marques internationales, Guillaume Toto-Moran, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis je gage qu'on se reverra bientôt pour réanalyser ses habitudes de consommation. Volontiers. Merci beaucoup et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de FC Politique. Allez, à mardi prochain.